Salut à tous. Ah là, il y a du monde, hein. Vous voulez de l'expertise, hein, c'est ça? Vous voulez de l'expertise en coignet qui régale 41 mois. Merci, mec. Ah, il y a de la news. Il y a de la news. Hein. Qui avait l'attaque ukrainienne à la course sur Sacré de Bingo? Eh, bien. Moi, je l'avais pas, hein. Franchement, personne l'a vu venir, ça, hein. On va en reparler. On va en reparler. Oh, des tas drop aussi. Oh là là là, 38 mois. Ouais, plein de choses à dire. Je fais ça une fois tous les mois parce qu'on s'en sort pas sinon. Mais ouais, je voulais que ça se tasse un peu dans le secteur de Kursk pour pouvoir en parler. Parce que c'est vrai qu'il y a, comme toujours, énormément de brouillard de guerre en Paris. 40 mois. Oh là 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 là. Les boomers du chat qui se sub. C'est beau. C'est quoi cette tête de ouf? Ah bah c'est ma tronche, hein. Tu l'aimes pas? Bah écoute, j'y peux rien, hein. C'est celle que mes parents m'ont donnée. Ah là 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 là. On s'y habitue, ouais, on s'y fait, hein. On s'y fait. Oh là 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 là, ça fait péter des subs. Oh, ça va aller dans ma... Ça va aller pour les anneaux de pouvoir, ça. Ça va aller pour les anneaux de pouvoir. Oh, la vermine, 7 mois, merci, mec. La Dragon Hunter, 50 subs sur la chaîne, j'espère que tu peux te permettre, hein. J'espère que tu peux te permettre, hein. Attention, hein. El Famoso. Les anneaux de pouvoir. Les anneaux de pouvoir, l'épisode 1 est déjà débloqué, c'est la semaine prochaine. Et l'épisode 2 est déjà presque aussi débloqué, hein. Ça me fait un peu chier, hein, parce que je vais devoir bosser, hein. Et je vais devoir les regarder plusieurs fois, en plus. C'est la cata. Bon, on s'y met ou quoi? Il y a des choses à dire, hein. Et après, je dois aller m'occuper des fesses d'un fille en soirée, donc faut pas que je traîne. Hein. Ouais, alors. Bon, je pense que vous avez suivi les news. Vous avez vu que les Ukrainiens ont attaqué dans le nord, sur le sol russe. C'est osé, une belle opération. On va aller voir... attendez, on va aller voir un petit peu la carte. Hop, voilà. Donc ouais, la dernière fois, je crois que j'avais fait le 25 juillet, une minute géopolitique. Le 25 juillet, on avait parlé du Donbass, que c'était le point chaud, que les Russes étaient chauds dans le Donbass. Et c'est vrai qu'entre-temps, je crois que c'est début août, c'était il y a 2 semaines, les Ukrainiens... Hop, attendez, où est-ce que c'est? Voilà. Les Ukrainiens, sortis un peu de nulle part, ont traversé la frontière. Alors, c'était pas la première fois qu'on avait... des raids, d'accord? Les Ukrainiens ont déjà mené des raids, mais généralement, c'était des petites opérations, à un niveau de compagnie, petit harcèlement. Ils n'ont jamais mené d'opération majeure sur le sol russe. C'était considéré un peu comme une ligne rouge à pas traverser. On sait que les lignes rouges des Russes, on en fait un peu ce qu'on veut. Et c'est vrai qu'on n'avait jamais eu de grosses opérations. Donc tout ce qu'on a là, c'est un peu un ventre mou russe, que je vais appeler ça comme ça. Il y avait du garde j'allais dire du garde forestier. Pardon. Voilà. Du garde frontalier, donc des troupes vraiment de très mauvaise qualité. Et les Ukrainiens, on a vite vu dès les premiers jours que c'était une opération majeure, importante, dans la profondeur, avec peut-être entre 5000 et 10 000 hommes, plusieurs brigades, donc ce qui est quand même un effectif important. Surtout que rappelez-vous que il y a encore, quand on parlait qu'on avait fait la dernière minute géopolitique, on disait justement que les Russes avaient un énorme problème de troupes. Où sont? Il n'y avait pas de troupes dans le Donbass. Où étaient les réserves ukrainiennes pour défendre dans le Donbass? Les Russes avançaient quand même très très rapidement. Ça manquait de réserves. Eh ben on a la réponse à cette question. Hein? Intéressant. Donc on a la réponse à cette question. Vous comprenez qu'une opération comme ça, peut-être que, comme je vais parler aussi un petit peu de la guerre, les gens ne se rendent pas compte de ce que ça représente. Mais ce genre d'opération, c'est au minimum, je pense, en 2 et 3 mois de préparation intense. Faut stocker les munitions, faut stocker la logistique, faut
l'entraînement, le renseignement, les Ukrainiens préparent ça depuis un bout de temps. Depuis, je dirais, 3 mois. On n'a pas les dates, mais ça fait quasiment 3 mois que les Ukrainiens planchent sur cette opération et ont préparé les troupes pour ça. Donc pendant que ça se passe peut-être très mal dans le Donbass, et ça continue de se passer très mal, bah, les Ukrainiens ont été capables de préparer des réserves. On sait qu'il y a eu une vague de mobilisation récemment, et toutes les unités qui ont été engagées sont des unités particulièrement bien équipées. On a la chance d'avoir énormément de photos et vidéos, et c'est des unités très bien équipées, donc des unités mécanisées. C'est aussi pour ça que c'est allé aussi vite. Que les Ukrainiens ont pu aller aussi vite dans les premiers jours, bah, c'est qu'il y avait personne. Et quand vous avez la chance d'être mécanisé, et qu'il y a des routes, ça déroule. Donc les Ukrainiens, dans les premiers jours, ont été capables de couvrir énormément de terrain, parce que il n'y avait pas grand chose en face, et que toutes leurs unités étaient mécanisées. Une très mauvaise surprise pour les Russes. Une très mauvaise surprise. Donc est-ce que le renseignement russe a failli? Peut-être. Est-ce que le renseignement russe n'a pas failli, mais n'a pas été écouté? Ce qui est aussi possible. Excès de confiance de la part des Russes, peut-être aussi. Rappelez-vous qu'à la guerre, tout le monde fait des erreurs. Shit happens. En tout cas, il semblerait que les Russes, n'aient pas vu venir cette grosse opération, n'aient pas vu le déploiement de forces logistiques de préparation. Mais comment le renseignement russe n'a pas vu un amassement ukrainien, je pense? Ça arrive. Tu sais, le brouillard de guerre, comme on l'appelle, je vais reparler de ça. Les gens sous-estiment l'importance du brouillard de guerre. Et les deux camps déploient des quantités dingues de moyens, que ce soit du satellite de renseignement jusqu'à des hommes sur le terrain, de l'interception. Vous allez chercher à faire des prisonniers juste pour les faire parler et discuter avec eux pour qu'ils vous donnent des infos. On déploie énormément de moyens pour éclairer des zones qui sont des zones sombres, en fait. On ne sait pas ce qu'il y a, on voudrait avoir du renseignement. Et il arrive que parfois, la surprise, ou alors le brouillard de guerre est bien mis en place. Et pourquoi vous croyez qu'on interdit les téléphones portables dans des zones de guerre parfois? C'est que les téléphones portables sont des affreux mouchards. Vous interdisez les téléphones portables, vous interdisez les communications, vous faites du blackout pour justement éviter que des informations au niveau interception et tout sortent. Donc en tout cas, les Ukrainiens ont fait une magnifique opération de préparation et après de déploiement initial. Quand on voit ce qu'ils prennent dans la gueule dans le Donbass, on peut comprendre que les Ukrainiens aient peut-être tenté cette opération dans le Nord. J'ai vu quelqu'un qui a posé une très belle question tout à l'heure dans le chat. Oh oui, rien à voir avec tous les clébards du chat, là. Quelqu'un a posé une très belle question qui est passée inaperçue. Et il a demandé, est-ce que l'opération à Koursk, l'opération ukrainienne, là, est-ce que l'opération ukrainienne, c'est la fin de l'initiative russe? Et c'est quelque chose... Alors, j'ai un petit papier pour parler de ça. Je répète à chaque minute géopolitique que toutes les opérations militaires qu'on voit, qui sont comme des opérations de grande ampleur, vous avez des initiatives. C'est rare qu'il y ait égalité sur un front. Vous avez un camp à l'initiative et l'autre qui réagit à ça. Depuis quasiment 1 an, entre autres dans le Donbass et tout ça, ce sont les Russes qui sont à l'initiative. Ce sont les Russes qui imposent le rythme, entre autres dans le Donbass, on l'a vu, mais aussi plus récemment dans l'opération dans le secteur de Kharkov. Et depuis 1 an, ce sont les Russes qui décident d'où on se bat, et ce sont les Ukrainiens qui réagissent. Pour le meilleur comme pour le pire, c'est pas chouette de devoir subir l'initiative de l'adversaire, surtout quand l'adversaire vous grignote en plus, et vous subissez le feu. C'est toujours plus confortable d'être à l'initiative et de décider, de dire à l'ennemi, on va se battre ici, c'est à toi de réagir. Et ce que vous avez là, c'est un cas très intéressant, où depuis plus d'1 an, ce sont les Russes qui décident, et là, vous avez les Ukrainiens qui disent, ça à ton tour de réagir. Je viens t'attaquer, donc je vais reparler des sacrifices ukrainiens pour cette opération. C'est pas gratuit, ça. Hein. C'est pas gratuit, il y a des conséquences à ce que font les Ukrainiens à ça, pour eux-mêmes. Des graves conséquences. Et les Ukrainiens décident de retourner la table, peut-être de sacrifier la défense du Donbass. Oui, c'est pas gratuit. Ces unités-là, elles auraient pu être dans le Donbass à défendre, elles ne le sont pas. Et vous avez une très belle tentative ukrainienne, c'est, je pense, un des petits objectifs militaires de cette opération. On va parler des objectifs, de pourquoi les Ukrainiens font ça, c'est bien de peindre la carte. C'est très bien, les Russes le font très bien dans le Donbass. Mais à quoi ça sert?
Donc un des objectifs militaires, c'est sans aucun doute de dire aux Russes, c'est à toi de réagir à ça. T'avais rien là, c'était un ventre mou, il faut que tu réagisses, il faut que tu envoies des soldats, c'est comme ça que vous pouvez pas laisser ça, vous imaginez, les Russes disent « Ah bon, on s'en fout, on regarde pas ». Non, il faut réagir à cela, il faut redéployer des troupes qui étaient ailleurs, et sans aucun doute que vous avez un objectif ukrainien de reprendre l'initiative et de forcer les Russes à réagir à cette opération en redéployant des troupes qui sont ailleurs. Est-ce qu'un des objectifs majeurs de cette opération, ou en tout cas qu'espérait le commandement ukrainien, c'est que les Russes ne retirent pas des troupes du Donbass directement, de la zone très chaude qu'est le saillant de Orychine, on va reparler, en espérant que les Russes passent à la défensive sur ce secteur, parce qu'ils considèrent que cette opération à Koursk est une menace majeure et qu'il faudrait, il faut l'arrêter à tout prix. Donc les Russes seraient forcés de retirer des troupes, peut-être des secteurs où ils sont en train de grignoter les Ukrainiens. La réponse, on sait aujourd'hui, c'est que ça marche pas comme ça. Et les Russes sont toujours à l'offensive dans le Donbass. Et ça, pour les Ukrainiens, c'est potentiellement une catastrophe de voir que les secteurs les plus chauds du front, les Russes considèrent que on s'en fout du Koursk, on continue d'attaquer dans le Donbass. On a les moyens de tenir les Ukrainiens dans le nord et en même temps d'attaquer dans le sud. Et donc la question, est-ce que cette opération va changer l'initiative de camp? Je pense que non. Et les Russes l'ont prouvé en continuant à attaquer encore plus fort dans le Donbass depuis quasiment 2 semaines. Jamais les Russes n'ont autant progressé dans le Donbass que pendant l'opération en Ukraine. Donc la réponse est non. L'initiative est dans les 2 camps. Les Russes attaquent, les Ukrainiens attaquent. Un des problèmes des Ukrainiens... Donc j'ai vu des pro-ukrainiens qui étaient chauds en disant « Allez, on va aller jusqu'à Koursk. » Alors, on va aller voir la carte. On va aller jusqu'à Koursk. Regardez, Koursk, c'est pas loin, hein, sur la carte, là. On va aller jusqu'à Koursk. On va même aller jusqu'à Moscou. Eh, les gars, on va jusqu'à Moscou, non? On va jusqu'à Moscou. Ça marche pas comme ça. Comprenez que les Ukrainiens, ce sont des faits, ce que je vous dis là, ont des moyens limités. En hommes, en équipement. S'ils avaient des moyens illimités, ils défendraient dans le Donbass et en même temps ils feraient ça. Ils ne le peuvent pas. Ils ont fait le choix de sacrifier le Donbass, où le feu russe est trop fort, pour attaquer dans un ventre mou russe, pour pouvoir exploiter leurs unités mécanisées dans la profondeur. Ce qu'ils ne peuvent pas faire dans le Donbass. Et les Ukrainiens ont des moyens limités en hommes et en équipement. Ils ne peuvent pas mener d'opérations majeures dans la profondeur. Donc quand vous êtes limité en hommes et en équipement, vous menez des opérations limitées en espérant maximiser l'effet de votre opération. Ce que vous avez là, c'est les Ukrainiens qui amènent la guerre sur le sol russe, ont profité de la faiblesse du dispositif russe pour prendre du territoire. Et maintenant, on voit que depuis quand même quelques jours, je pense que ce que vous avez là, ce sera, à quelques kilomètres près peut-être, ce sera l'avance maximale des Ukrainiens dans ce secteur. Les Ukrainiens ne vont pas aller plus loin. Il y a une centrale nucléaire, absolument. Donc j'ai vu des gens qui disaient dans les premiers jours, quand les Ukrainiens roulaient, « Oh, ils vont aller prendre la centrale nucléaire !» Pourquoi pas? La centrale nucléaire de Koursk, qui est ici, vous la voyez? Regardez, je vais passer en vue satellite. Ça, c'est la centrale nucléaire de Koursk, une des plus grosses de Russie. Vous avez 2 réacteurs nucléaires en construction. Regardez, je vais vous montrer comment la carte est obsolète. Ça, c'est la carte de Deep State. Et je vais vous montrer la carte la plus récente. Donc là, vous avez les réacteurs qu'on appelle de Koursk 2, 1 et 2 en construction. Donc ça, c'est 2 réacteurs nucléaires en construction. Vous voyez? Regardez. C'est beau, hein? Faites toujours attention aux cartes. Faites toujours attention aux sources. Et c'est vrai qu'on aurait pu se dire, un des objectifs des Ukrainiens serait peut-être de pousser là-haut. Et peut-être de réussir à aller prendre... de tenter d'aller prendre la centrale nucléaire de Koursk. Ils n'y arriveront pas. Ils n'ont absolument pas les moyens. Déjà, là, je vous le dis, c'est quasiment, je pense, l'avance maximale des Ukrainiens. Ils sont au maximum de leur potentiel par rapport à ce qu'ils ont déployé en termes de brigades. Et il n'y a même pas de ligne de front. Comprenez que ça, c'est pas une ligne de front, c'est du gruyère. Les Ukrainiens ont déployé beaucoup de troupes, très mobiles, mais ils ne tiennent pas de ligne de front. Pour l'instant, on se bat sur des points forts. On se bat dans les villes, on fait des barrages. Donc c'est un peu le paradis des forces spéciales pour s'infiltrer, aller faire des embuscades et tout ça. Il n'y a pas encore de front comme dans le Donbass, vous voyez? Je vais parler des 3 ponts, dont un détruit. Les 3 ont été détruits, les Russes sont en train d'essayer de poser des ponts flottants. Même toi, tes informations ne sont pas à jour.
Et donc ouais, donc comprenez que là, la carte ne représente même pas ce qui se passe vraiment sur le terrain. On n'a pas de ligne de front à proprement parler. On a... Quand les Ukrainiens tombent sur un barrage, ils essaient de contourner le barrage pour s'infiltrer, trouver des trous dans le dispositif. Donc on est encore loin de la Blitzkrieg, c'est pas de la Blitzkrieg. C'est déjà fini la Blitzkrieg. La Blitzkrieg c'était dans les 3-4 premiers jours, quand il n'y avait pas de troupes russes. Maintenant les Russes ont commencé à déployer des renforts, et les Ukrainiens n'avancent plus ou quasiment plus. Donc là, vous pouvez déjà oublier Kursk, d'accord? Vous pouvez oublier la chevauchée fantastique jusqu'à la centrale nucléaire. Ils le feront pas. Hein. Là, c'est que de la montagne et de la colline, du terrain très difficile pour la manœuvre. C'est... Non. Et vous savez que c'est déjà incroyable que les Ukrainiens, avec leurs moyens mécanisés dans la profondeur, aient été capables de sécuriser ça. Mais ils n'ont pas les moyens. Il y a eu des progressions. Mais c'est des progressions... C'est que dalle, quoi. On parle de 1 ou 2 kilomètres. Les Ukrainiens ont engagé toutes leurs réserves mécanisées dans cette affaire. Tu te rends compte? Ils ont engagé toutes leurs réserves mécanisées et ils avancent plus. Donc ouais, c'est compliqué. Mais c'est normal. Pour mener ce genre d'opération, vous devez toujours injecter plus de troupes, plus de troupes, plus de troupes. Les Ukrainiens n'ont pas ces troupes. Donc, quand vous avez des moyens limités, vous menez une opération limitée. Et je pense que les Ukrainiens, si, ils vont encore avancer un peu, mais vous aurez plus de chevauchées fantastiques dans la profondeur. Ça fait un peu Ardennes 44. J'aime pas comparer autant des situations différentes, mais on retrouve des parallèles. De frapper un ventre mou de l'adversaire pour essayer d'obtenir un résultat politique, sans aucun doute. Mais il faut pas trop comparer. Voilà. Je vois quelqu'un qui parle de la logistique. Absolument. Les gens sous-estiment énormément l'impact logistique de ce genre d'opération. Vous déployez plusieurs brigades mécanisées. Hein, le mécanique, les gars. Ça consomme quoi pour avancer? Ça consomme de l'essence. L'essence, il n'y a pas de train ni rien. L'essence, il faut l'amener en première ligne. Et il faut s'exposer. J'ai souvent vu les Ukrainiens pendant des mois qui rigolaient des Russes qui se font casser la gueule quand ils attaquent, qui laissent des hommes sur le terrain, de l'équipement. Bah, c'est vrai. Bah, maintenant, c'est les Ukrainiens. Les Ukrainiens montent à l'attaque. Viennent se casser les dents sur les défenses russes. Parfois, ça passe pas. C'est la guerre. Et bah, les Ukrainiens prennent des pertes parce que c'est à leur tour d'attaquer. Et non seulement ils attaquent, mais ils attaquent sur du sol russe. Ils se rapprochent de la logistique russe. Et ils s'éloignent de la leur. Dites-vous que là déjà, faut aller faire 20 km, 30 km pour aller ravitailler des équipes dans la profondeur. Attendez, j'ai des jolies photos. Donc, regardez, il y a des mecs, ils font du super boulot pour vous montrer, pour repérer toutes les unités logistiques ukrainiennes. Là, vous avez la 808e brigade qui fait du support. Vous avez des unités du génie qui sont là pour déminer, poser des ponts. On a des brigades de pontonniers. On a les équipes, les brigades de train. Et vous n'imaginez pas la complexité de ravitailler dans la profondeur des brigades mécanisées. Rappelez-vous que les Ukrainiens n'attaquent plus depuis plus d'1 an et n'ont jamais attaqué de la sorte aussi efficacement dans la profondeur avec autant d'unités. Et c'est un énorme challenge pour la logistique ukrainienne de ravitailler ça. Surtout que, alors là les Ukrainiens, grâce au support étranger, ont été pas trop mal équipés et tout ça. Mais il y a une pénurie de tankers dans l'armée ukrainienne pour ravitailler tout ça. Donc ils ont la chance d'avoir, mine de rien, des équipements modernes. Mais tout ça, il faut l'amener en première ligne. Et un des problèmes aujourd'hui de cette guerre de mouvement, c'est les drones. Les drones sont une plaie pour la logistique, l'artillerie aussi. Là, ils ont de la chance, les Ukrainiens, c'est l'été. Le tout-terrain est encore possible, mais il va se passer quoi si les Ukrainiens tiennent le terrain? Moi, je pense qu'ils vont être capables de tenir le terrain. Je pense même pas que les Russes vont avoir la volonté de trop contre-attaquer. Mais ça, c'est mon opinion à moi. Ils utilisent aussi des motos, bien sûr, des motos, des sidecars. Là, j'ai vu des Ukrainiens en sidecar tout à l'heure, qui se prenaient un drone d'ailleurs, mais c'est pas de bol. Mais on utilise ce qu'on a. On utilise des pick-up, des sidecars, on utilise des petits véhicules. Les gens se foutent de la gueule des Russes, les Ukrainiens font exactement la même chose. Voilà. Donc ouais, il va falloir... regardez par exemple, ça, c'est un tanker civil ukrainien. Donc là, le triangle que vous voyez, c'est le signe de l'attaque. Tous les véhicules de ce secteur ukrainien
ont un triangle. Donc vous verrez, les Ukrainiens ont aussi leurs problèmes logistiques à ravitailler. Et vous voulez qu'ils aillent jusqu'à Koursk? Mais comment ils vont ravitailler ça jusqu'à Koursk? Ils peuvent pas, ils peinent déjà à ravitailler en hommes, en munitions. Il faut évacuer les blessés, ramener des troupes fraîches. Rappelez-vous que les Ukrainiens ont des moyens limités en hommes et en équipement. Ils ne pourront pas pousser dans la profondeur éternellement. Les lignes logistiques vont s'étirer. Et je pense que les limites logistiques ukrainiennes ont déjà été atteintes. C'est que mon opinion, mais je les vois pas avancer plus que ça. Et c'est déjà, ne vous méprenez pas, c'est déjà une très belle attaque. C'est déjà une très très belle attaque, ce qu'ont fait les Ukrainiens. Après avoir été écrasés pendant plus d'1 an, être capable de mener une opération dans la profondeur comme ça, moi je tire mon chapeau. C'est une belle attaque. J'ai vu quelqu'un dire « Oh, une masterclass !» Une masterclass tactico-opérationnelle, ouais. Maintenant, faut qu'on parle des sujets qui fâchent. À quoi ça sert? Rappelez-vous, il y a tout le temps des objectifs. Que ce soit le soldat dans sa tranchée, il a un objectif. Quand vous êtes à l'attaque et que vous devez aller prendre la tranchée, vous avez un objectif. Quand il y a tout le temps des objectifs de guerre, que ce soit au niveau tactique jusqu'au plus haut niveau stratégique, vous avez des objectifs de guerre. Moi, je pose la question au chat. De futures négociations? Absolument. Absolument. Les Ukrainiens savent que dans le Donbass, ça gagne pas. Et que plus ils injectent de troupes dans le Donbass, plus ils prennent de pertes. Et que ça peut pas durer éternellement. Il y a des échéances politiques qui arrivent. Il y a des élections aux États-Unis qui peuvent décider de la fin de la guerre. N'oubliez pas que Zelensky a parlé avec Trump. Allez savoir ce qu'ils se sont dit. Peut-être que Trump a simplement dit, si je suis élu, on arrête tout ça. L'aide, c'est zéro. Et Zelensky le sait. Épée de Damoclès au-dessus de la tête. Sans l'aide américaine, c'est fini pour l'Ukraine. C'est fini. Donc peut-être que les Ukrainiens se sont dit, le Donbass ne nous ramène rien dans les négociations, on fait que perdre des hommes. Cette opération est je pense, moi, un objectif politique. Donc on a mis des moyens militaires au service d'un objectif politique de saisir du territoire russe. On va essayer de le tenir. Déjà là, ils ont pris quand même un sacré espace. Hein. Ils ont pris plus de 1000 km² et tout. Et je pense qu'en vue de futures négociations, dans peut-être 1 ou 2 mois, peut-être que l'Ukraine va dire « On est prêt à négocier !» La question c'est, est-ce que les Russes voudront négocier avec des Ukrainiens sur leur sol? Moi je pense que non, mais peut-être que l'avenir me... rappelez-vous, je suis un expert en expertise, hein. Moi j'avais dit qu'il n'y aurait pas de guerre en Ukraine. Hein. Voilà, hein. Allez savoir. Déclencher la riposte nucléaire. Non, non, non. Oublie ça. Les Russes, là, enfin, ils vont pas balancer des nukes tactiques sur leur sol, tu vois. Aucun intérêt. Et donc ouais, peut-être un objectif politique de sécuriser du territoire en vue d'une négociation. Objectif militaire, l'initiative. Comme je vous dis, l'objectif militaire, donc il n'y a aucun objectif militaire concret sur le terrain. Il n'y a pas une maison à aller prendre. La centrale nucléaire de Koursk aurait pu être intéressante pour faire un chantage nucléaire à la Russie. Mais là, on voit que les Ukrainiens n'arriveront pas jusqu'à Koursk. Ils sont déjà cuits au niveau de leur attaque. Ils iront pas plus loin que ça, par quelques kilomètres très probablement. Donc, objectif politique, négociation. Objectif militaire, frapper le ventre mou et forcer les Russes à réagir. L'initiative. Les gens ne se rendent pas compte de l'importance de cette initiative. Et peut-être cesser... Peut-être qu'ils ont espéré que les Russes retirent des éléments du Donbass pour que les attaques russes cessent. Là, on sait que ça marche pas comme ça. J'ai vu une très jolie carte. Attendez. C'est fait par un Français en plus, je crois. Laissez-moi trouver... Ah, non. Hop. Non, ça c'est... Regardez, ça c'est du génie ukrainien. Vous avez vu le triangle blanc? Voilà. Les Russes ont ramené quoi comme troupes? Plein de conscrits, plein de merdiers. Ils ont aussi ramené des brigades de Volchenk, des brigades plus expérimentées de Volchenk. Et pour le moment, ça suffit à stabiliser le front. Mais comme je dis, il n'y a pas vraiment de ligne de front. On est encore sur du gruyère où les gens s'infiltrent et tout ça. Donc voilà un petit véhicule de déminage. Hein. Regardez, pareil. Il n'y a pas que les combats, il y a aussi la logistique. Les véhicules, il faut les réparer, il faut les dépanner. Vous amenez vos ateliers de réparation avec vous. Il faut ravitailler. Il y a encore des groupes de mercenaires, bien sûr. Dans les deux camps, il y a du mercenaire. Mais on les met sous uniforme ukrainien, on les met sous uniforme russe, et on leur fait signer un contrat. Et puis, voilà.
Ça, je vous ai montré. On a aussi, par exemple, je vais vous montrer des trucs très intéressants. Ça, c'est un striker américain. Vous voyez le triangle blanc? Donc ça, c'est des photos récentes hein, de l'attaque. Ça, c'est un striker américain qui se fait évacuer par la logistique ukrainienne. Porte-chars. Vous vous rappelez de l'importance des porte-chars hein? Et ben là, vous avez un striker américain qui a... Il a un pneu crevé, il n'a pas l'air si endommagé que ça, qui est en train d'être évacué pour être amené à la réparation. Ne sous-estimez pas l'importance des lignes logistiques. Pareil, les drones, l'artillerie sont des problèmes. Là, vous avez un char russe qui a été détruit sur son porte-char directement. Rappelez-vous qu'il n'y a pas trop de lignes de front. Et ben, quand vous amenez des véhicules, parfois, vous savez pas trop où est l'ennemi, on vous a dit d'aller là, puis en fait, vous vous exposez. Et là, il y a un drone qui vous repère. Avec les moyens de surveillance qu'on a aujourd'hui au niveau drone, c'est l'enfer pour amener des troupes et les déployer, les retirer, les véhicules endommagés et tout ça. Donc là, vous avez un char russe qui a été détruit directement sur son porte-char en déploiement. Donc ça vous montre un petit peu la porosité du front et la complexité logistique de déployer des éléments. Donc comprenez que les Ukrainiens ont mis peut-être 2-3 mois à préparer cette opération. 2-3 mois. Et les Russes, il va leur falloir du temps pour déployer des moyens lourds. Mais déjà, le fait que les Ukrainiens n'avancent plus de 20 ou 30 km par jour veut dire que leur attaque s'est essoufflée. Et elle s'est essoufflée par manque de moyens, simplement qu'ils n'ont, rappelez-vous, moyens limités, opérations limitées. À moins d'injecter sans cesse, tous les jours, des nouvelles brigades, voire des nouvelles divisions, pour pousser, eh ben... Là, si ça avance plus, c'est que c'est déjà fini. Les Russes n'ont pas déployé tant que ça de moyens non plus dans la zone. Attendez, j'ai une très belle carte, il faut que je la retrouve. Parce que forcément, je suis un âne batté et... Ah, voilà. Ouais, c'est Poulet Volant qui l'a faite sur Twitter. Donc c'est un petit peu un compte-rendu de toutes les unités qui ont été repérées dans le secteur et d'où elles viennent. Donc voilà, vous avez les unités ukrainiennes. Il y a quand même du monde. Hein. Donc comme je vous dis, c'est une force entre 5000 et 10 000 hommes. Premier bataillon de la 54e brigade, 95e brigade. On a de l'aéroporté. Et tout ça, ça pousse. On peut voir que les Ukrainiens essaient d'éviter les points forts russes. Bah, les points forts russes, vous défendez en ville. Hein. Et on voit que les Russes ont déjà retiré des unités. Et ils ont retiré des unités du front de Volchansk. Et je pense que les Ukrainiens auraient bien aimé qu'ils retirent des unités aussi du front du Donbass. Mais ce qu'on sait aujourd'hui, c'est qu'ils n'ont pas retiré d'unités du Donbass. Comme je vous dis, les Russes, je pense que les Ukrainiens ont peut-être, comme je dis, c'est mon avis d'expert en expertise, ont peut-être surestimé la réaction que les Russes allaient avoir en disant oh, « Ils nous attaquent sur nos sols, il faut qu'on arrête ça tout de suite ». Est-ce que Vladimir est furieux? Oui, Poutine doit être très en colère. Si j'étais un général russe, je serais extrêmement heureux de cette offensive. Je vais prendre la peine d'expliquer pourquoi. Parce que et c'est logique ce que je vais vous dire. On parlait de brouillard de guerre. Il n'y a rien de pire sur un champ de bataille que quand vous ne savez pas quelque chose. Que peut-être vous le pressentez, mais vous ne le savez pas. Là, les Ukrainiens viennent d'abattre leur carte. Et viennent d'attaquer sur le sol russe. Et on monte peut-être 5, 6, 7 brigades d'attaque. On rentre sur le sol russe. Et on s'enterre. Vous vous rendez compte la chance que c'est pour un général russe? Ou même pour le haut commandement russe? Ils savent où sont les troupes russes maintenant, les troupes ukrainiennes maintenant. Avant, on ne savait pas où elles étaient. Peut-être qu'ils savaient qu'il y en avait, mais où est-ce qu'elles sont? Bah maintenant, on sait où elles sont. Et on peut les détruire, ou alors on peut les isoler, et elles sont pas dans le Donbass. Elles sont pas dans le Donbass. Au final, on sacrifie 1000 km² de territoire russe. On a les dernières bonnes réserves ukrainiennes qui sont là-dedans. Et dans le Donbass, on peut continuer à attaquer. Le brouillard de guerre vient de se lever pour les Russes. Et je pense que ça ressemble pour les Ukrainiens à une opération de la dernière chance, un coup politique pour sécuriser du territoire en vue de négociations. Et on a vu les Russes n'avoir aucun scrupule à détruire leur ville. Hein. Là, les Russes, parfois, dans certaines zones, passent à la contre-attaque pour reprendre des positions intéressantes. Les Russes n'ont aucun problème à faber leur propre village. Mais ça, c'est les Russes. Et peut-être que les Ukrainiens se sont dit, ah, les Russes vont être plus soft avec leur propre population, leur propre village, pas du tout. Les Russes ont évacué 130 000 personnes et ils n'ont aucun problème à détruire leur propre village pour reprendre le terrain. Et il y a des grosses pertes, bien sûr. Mais rappelez-vous que c'est normal qu'il y ait des pertes.
quand on attaque, on s'expose. Donc c'est normal que les Ukrainiens, et même les Russes, en venant chercher le contact, prennent des pertes, et les Ukrainiens aussi. Dès qu'on est dans une guerre de mouvement, il y a de l'intensité, il y a des pertes. C'est logique. Voilà. Tous les kilomètres carrés ne se valent pas, absolument. Les kilomètres carrés du Donbass valent bien plus cher que les kilomètres carrés russes. Et ça, c'est important. La guerre, elle a toujours été pour les Russes, en termes je parle d'objectifs de guerre. Je pense que cette opération a été menée avec beaucoup d'objectifs compliqués à atteindre. Les objectifs de guerre russes, ils ont toujours été clairs. Hein. C'est de sécuriser le Donbass, garder les républiques séparatistes, garder la Crimée, et démilitariser la Russie. L'Ukraine, pardon. Et quand on dit démilitariser l'Ukraine, c'est un terme gentil pour dire c'est buter les soldats ukrainiens et tout l'équipement qu'on leur envoie. C'est ça, démilitariser. Pardon, je vais remettre la carte. Hop là. Donc ouais, quelqu'un a parlé de la logistique. De l'importance et la complexité de la logistique. Donc vous voyez un petit peu le front ukrainien, d'accord? De l'attaque ukrainienne. Est-ce que vous voyez la rivière? Moi qui adore la logistique. Est-ce que vous voyez la rivière Seim? Seim, je sais pas trop comment on la prononcerait. Vous voyez la rivière Seim qui couvre, qui suit en fait en parallèle la frontière avec l'Ukraine. Là-dedans, vous avez des troupes russes, hein, si vous regardez bien, tout ce secteur est aux mains des Russes. Et vous avez la rivière Seim qui suit ça et qui rejoint le front ukrainien. D'accord? Eh ben, les Ukrainiens, c'est vilain coquin, comme je vous dis. Les Ukrainiens sont pas cons, hein. Sous-estimez pas les Ukrainiens, ni les Russes d'ailleurs. Je sais que certains, les pro-Kiev ou pas, ont parfois tendance à déshumaniser à outrance en oubliant l'intelligence des deux camps. Et les Ukrainiens se sont mis en tête de détruire tous les ponts sur la rivière Seim. C'est très très intéressant comme manœuvre. Donc on a pas mal de ponts qui ont été détruits à coup 10 mars. Il y a 2 ponts détruits, je crois, au total il y en a 5, il y a 2 ou 3 ponts détruits. On a aussi vu les Ukrainiens, les Russes essayer de mettre des ponts flottants qui se sont eux-mêmes fait détruire. Comme je dis, je vous mettrai pas de vidéos ou d'images. Les fous, vous irez sur Twitter, vous les avez en live, c'est généralement filmé par des drones. Et donc vous avez, très intéressant, les Ukrainiens qui veulent couper les Russes. En tout cas, tout le sud de la rivière Seim, ils veulent couper les unités russes qui sont là-dedans. En tout cas, vous n'arriverez pas à couper entièrement. Vous pouvez poser des petits pontons sous-marins et tout ça, mais ils veulent couper le matériel lourd. Ils veulent couper les tanks, ils veulent couper la logistique lourde, ils veulent couper tout le matériel lourd. Et vous avez besoin de matériel lourd, l'artillerie, les munitions et tout ça. Et ça va être compliqué, c'est toujours compliqué de ravitailler à travers une coupure humide des unités mécanisées et tout ça. Donc là, vous avez les Ukrainiens, très intéressants, qui veulent peut-être se sécuriser à long terme. La rivière Seim, je le répète, moyen limité, dit peut-être, on se sécurise un précaré, la rivière Seim sera parfaite en flanc, pour tenir en tampon le flanc nord, et on va essayer de s'enterrer jusqu'à des négociations. Et si négociation il y a, on dira, regardez, les Russes, on a 1000 km², on veut récupérer 1000 km² dans le Donbass. Je vois que ça pour cette opération. Je suis désolé. Et je suis pas le seul à le penser. J'ai vu des pro-Kiev, des pro-Ukraine qui ne comprennent pas l'intérêt de cette opération. À part prendre du terrain russe pour des négociations. Après, c'est bon pour le moral aussi. Hein. C'est bon pour le moral. Rappelez-vous que ça fait 1 an qu'ils se font péter la gueule, les Ukrainiens. C'est bon pour le moral d'amener le combat en Russie. Pour les troupes, pour la population. C'est bon pour le moral. Mais ça justifie pas. Vous faites pas une opération pour le moral. C'est quand même des réserves en hommes. Vous avez des moyens limités. Et on a cette situation un petit peu... Désolé, j'arrive pas à lire le chat en même temps. Hein. Donc c'est... Il n'y a aucun objectif militaire sur le terrain qui justifie cette opération. Aucun. À part essayer d'amener les renforts russes et de retirer des troupes russes des points chauds du Donbass. Mais à part ça... Surtout que quand c'était un symbole fort comme le... Ouais, mais le symbole fort, tu sais... tu iras dire ça aux soldats, là, qui se prend des drones et de l'artillerie. Ton symbole fort. Tu vas voir ce qu'il va te répondre sur ton symbole fort où tu peux te le mettre. Non, mais c'est une opération majeure pour les Ukrainiens, avec peut-être des objectifs qui sont pas clairs, ou en tout cas, à part pour la négociation, je vois pas à quoi sert cette opération. Donc une très belle opération bien menée, mais à quoi elle sert? Et est-ce que c'est pas illusoire d'espérer, je veux dire, des négociations c'est bien, mais est-ce que les Russes sont d'accord pour négocier? Je le répéterai toujours,
peut-être que les Russes vont pas vouloir négocier tant qu'il y a des Ukrainiens sur leur sol. Et cette opération arrange aussi les Russes. Maintenant qu'on sait où sont les réserves ukrainiennes, moi je pense pas que les Russes vont contre-attaquer. Je pense pas que les Russes... On pourrait se dire les Russes vont vouloir dégager les Ukrainiens le plus rapidement possible. Pas du tout. Tant qu'ils sont contenus, on leur balance des fabs sur la tronche. On attend octobre-novembre que le mauvais temps arrive. Il y aura de la boue partout. S'il y a de la boue, il y aura... Il y a combien de routes? On va aller voir les routes du coin. Il n'y a pas beaucoup de routes, hein. Eh ben, vous croyez qu'elle va passer par où, la logistique? Quand ce sera un champ de patates boueux, elle va passer par 3 routes. Moi, là, je suis un général russe. Je les laisse là-dedans. Ils seront plus faciles à détruire en étant immobilisés. Et il vaut mieux que les Ukrainiens soient là que dans le Donbass. Si on peut se permettre de tenir les Ukrainiens là et en même temps d'attaquer dans le Donbass, ce qui a l'air d'être le cas, c'est le rêve pour les Russes. Alors, Vladimir doit être furieux. Hein. Vladimir doit être furieux. Mais il faut mettre de côté le côté politique pour l'efficacité militaire. Sacrifier du territoire, je l'ai toujours dit, sacrifier du territoire pour obtenir une meilleure situation tactique est extrêmement intéressant. Et je pense que cette opération, personnellement, ce n'est que mon avis, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, je pense que cette opération est un désastre pour les Ukrainiens. Ils viennent de sacrifier leurs meilleures unités, les plus fraîches, pour peut-être réussir à toucher une situation diplomatique où ils sont même pas sûrs, d'obtenir. Je pense que ça coûte trop cher, ça va leur coûter trop cher, et que ça va être un gâchis d'hommes et d'équipements, ça l'est déjà. C'est que mon avis, peut-être que j'ai tort, qu'ils seront à Moscou dans 3 semaines, ou qu'ils prendront la centrale nucléaire de course en 3 semaines. J'en doute fortement. Mais, écoutez, voilà. C'est reculer pour mieux sauter pour les Russes. Ouais, j'aurais dit pour mieux sauter dans les Russes, mais ok, pourquoi pas. Donc la question majeure qu'on pourrait se poser, comment ça se passe ailleurs? Est-ce que cette opération a arrêté les attaques dans le Donbass? La réponse est non. Et on va aller voir un peu ce qui se passe dans le Donbass. Pire, je pense que les Russes n'ont jamais autant progressé dans les 2-3 dernières semaines dans le Donbass que pendant cette attaque. Ce qui n'est pas... la centrale n'a jamais été un objectif. Mais qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en sais? Les mecs, dites pas de conneries, de certitudes. Soyez très humbles, moi je le suis, par rapport au fait qu'on n'a pas d'informations. Je pense pas que t'étais dans le... Je pense pas que tu sois dans le... Alors, à moins que tu sois dans le haut commandement ukrainien et que tu aies des infos, ça aurait pu être un objectif. Mais on n'en sait rien. Peut-être, peut-être pas. Faut être humble par rapport... faut être humble par rapport à ce que vous savez pas. C'est pour ça que moi que je dis que je suis un expert en expertise. Je suis pas dans le haut commandement et Twitter n'est en aucun cas une source d'information fiable. Au mieux, vous pouvez essayer de trouver des infos par-ci par-là et supposer des choses. Peut-être que je me trompe totalement et que l'Ukraine est en train de gagner. Personnellement, je ne le pense pas du tout. Et je pense que cette opération est une catastrophe. L'avenir me donnera tort ou raison, tout simplement. L'objectif, c'est Vladivostok. Ah bah écoute, si tu le dis, alors je vais te croire. De prendre et gérer une centrale nucléaire en territoire ennemi. Tu l'éteins, la centrale. Tu crois que les Russes ont fait quoi à Zaporozhye? Hein? Tu crois que les Russes font quoi à Zaporozhye? Ils gèrent la plus grosse centrale nucléaire d'Europe, une des plus grosses au monde. Qu'est-ce que tu racontes? T'amènes avec toi... Non, mais c'est pas possible. Écoutez, je vais répondre à sa question. Tu t'imagines la responsabilité de prendre et gérer une centrale nucléaire en territoire ennemi? Son argument est valable, la question est valable. L'Ukraine est un pays nucléaire. D'accord? L'Ukraine est un pays nucléaire. Est-ce que tu sais c'est quoi? Skolofensru. Est-ce que tu sais c'est quoi les types de réacteurs? Les types de réacteurs. Tu sais ce que c'est? Moi je le sais. La centrale de Kursk, je sais c'est quoi les réacteurs qu'il y a à Kursk. Et figure-toi que les Ukrainiens peuvent sans problème amener leurs ingénieurs avec eux et éteindre la centrale. L'éteindre. C'est ce qu'ont fait les Russes. À Zaporozhye, ils ont amené avec eux leurs ingénieurs et ils ont tout coupé. Alors, vous apprendrez qu'à Kursk, ce sont des réacteurs RBMK améliorés. Et ils ont 2 nouveaux en construction qui, eux, ne sont pas des RBMK. Échange de conscrits pouvant réveiller les mentalités des mamans russes pour manifester contre Poutine. Non, ça t'oublie ça. Ça c'est ce que disent les Occidentaux en espérant un changement de politique en Russie. Les Russes, ils s'en foutent de 100 km².
Après 2 ans de guerre, ils ont perdu des centaines de milliers de soldats. Tu crois qu'ils en ont quelque chose à foutre d'échanger quelques conscrits? Ou de perdre quelques conscrits? Non, on est dans une autre dimension, là. Faut pas... Les prisonniers, c'est normal d'en faire. J'ai vu... Là encore, j'ai vu les Ukrainiens qui parlaient des... Oh, on a fait 100 prisonniers russes! Pendant la bataille des Ardennes, hein, pendant la bataille des Ardennes, les Allemands, dans la première semaine de l'offensive, ont capturé des régiments entiers américains de la 28e division d'infanterie. Ils ont fait la même chose que les Ukrainiens. Ils les ont fait passer devant les caméras, la photo. Regardez, on est en train de gagner, on capture du soldat américain. Des prisonniers, ça veut juste dire que t'attaques et que tu captures des unités qui n'ont pas pu se replier. C'est pas une marque de victoire, c'est une marque que t'es en train d'avancer. Mais avancer ne veut pas dire que t'es en train de gagner. Il faut avoir des objectifs clairs et atteindre ces objectifs. Et les Ukrainiens, je pense, dans cette attaque, sont bien loin d'un quelconque objectif. Je vois pas je peine à comprendre les objectifs. Sans que les Russes réagissent, bien sûr. Les Ukrainiens vont amener leurs engins dans des bus? Non, pas dans des bus, dans des SUV. Dans des SUV? Mais tu crois quoi? Tu crois qu'on déplace pas de la logistique, des toubibs, et des groupes médicaux et des hôpitaux et tout, sur le terrain? Tu vis dans quel monde? Mais bien sûr que t'amènes des ingénieurs avec toi. Quand tu sais que tu vas prendre une centrale nucléaire et qu'elle est sur le chemin, t'amènes avec toi une dizaine d'ingénieurs, et tu les amènes directement dans la centrale. Mais tu crois que les Russes ont fait quoi à Zaporozhye? C'est exactement ce qu'ils ont fait. Pour la déconnecter du grid, ils ont tout éteint, ils ont amené leurs ingénieurs avec eux. Non mais c'est comme ça que ça marche. Après, peut-être que t'as tort ou raison, la centrale n'a jamais été un objectif. Moi je pense que non, parce que les Ukrainiens avaient conscience qu'ils iraient pas aussi loin que ça. Les Ukrainiens gagnent du temps. Ouais. Je sais même pas s'ils gagnent du temps. Bon, en tout cas, on va... Comme dit, peut-être que j'ai tort, hein, et que les Ukrainiens sont en train de remporter une éclatante victoire, mais j'ai du mal à voir comment et où, en fait. Tout simplement. Si des gens ont des idées, marquez-les en dessous, ou voilà. Éclairez-moi de votre lanterne, hein, parce que moi je vois pas. Je ne comprends pas. Comment est-ce qu'on peut prendre le nucléaire? Pourquoi? Mais faire du chantage. Faire du chantage. Faire du chantage. Comme dit, tu comprends pas ma position, Skolo Fensrud, t'as vraiment un pseudo de merde à prononcer. Hein. Je cherche des objectifs. Parce que je n'en vois pas. Propagande, ça justifie pas une telle opération. Si tu fais de la propagande, t'envoies une compagnie prendre une petite ville frontalière, tu mets un drapeau. Ça justifie pas une telle opération mécanisée dans la profondeur. Il n'y a pas de... Si, il y a bien une voie ferrée qui est dans le coin, mais ça justifie pas une telle opération. Et tu sais, si tu veux détruire la voie ferrée, t'envoies un drone, t'envoies un missile, tu fais péter la voie ferrée, ou t'envoies un groupe de saboteurs. Tu déploies pas 6 brigades, quoi. Peut-être que les Ukrainiens essaient de bousculer les Russes. Ah bah, s'ils bousculent les Russes, ils les ont bousculés, ils ont pris du vide, et maintenant, ils ont redéployé des troupes d'un autre front, mais c'est pas bousculé, quoi. On va lancer l'histoire de la centrale, écoute. On a le droit de discuter, non? C'est interdit? Faire un encerclement. Et tu vois, écoute, tu vois un encerclement ici? Mais peut-être que, là, le sud de la rivière Seym va être compliqué à tenir pour les Russes s'ils sont coupés d'un ravitaillement solide avec les ponts. Peut-être que les Ukrainiens vont être capables de s'emparer de tout ça. Peut-être, hein. C'est une option qui est sur la table, de réussir à s'emparer de tout ça et de dégager les Russes de tout le secteur-là. Peut-être. Ça, c'est quelque chose de... peut-être que ça, c'est quelque chose de plus crédible en termes de tactique que de pousser jusque je ne sais où. Bah, la Russie, c'est grand, hein. Les Allemands ont essayé, ça marchait pas non plus. Hein. Voilà. Donc ouais, on verra comment ça va tourner cette opération et si des gens ont des idées, à part la com, le moral et prendre du territoire russe pour l'échanger dans des futures négociations, je ne vois pas. Et l'initiative, je ne vois pas à quoi cette opération sert. Il y a combien d'habitants dans l'oblast? Bah là, les habitants, ils ont été évacués. Hein. Skolo Fensrud, t'as l'air d'être vachement calé sur le sujet. T'as l'air d'être un bon expert en expertise. Dis-moi quels seraient les objectifs de cette opération si t'es au courant. Avec tout ce que j'ai dit là, quels seraient les objectifs de cette opération, toi? Quel est ton avis? Hein?
Il a peut-être un avis intéressant sur la question. Moi, je suis ouvert à toutes les opinions. Un nœud logistique, un nœud logistique, ça justifie pas une telle opération. C'est quoi le vert sur la map? En fait, ça, c'était quand les Russes avaient attaqué il y a très longtemps. Quand les Russes avaient attaqué au début de la guerre, c'était le territoire qu'ils avaient pris en suivant les routes. Donc c'est de l'ancien territoire russe du début de guerre. Comme je dis, moi, je suis ouvert aux suggestions d'essayer de comprendre l'intérêt de cette opération. Pour moi, cela n'a qu'un but. Négociation ou la paix, ouais, négociation, hein. Peut-être, hein. Mais je sens que les Russes vont les laisser pourrir sur place. Mais moi de même, figure-toi. Tu vois, sur ça, on est d'accord. On n'est pas d'accord sur la centrale, mais je comprends ton point de vue. Mais je pense que les Russes vont les laisser pourrir. Octobre et novembre. Les Russes ne vont pas contre-attaquer ça. Ils n'ont aucun intérêt à le faire. Ils savent que des unités sont ici. Ils vont juste taper la logistique. Leur balancer des fabs dans la tronche. Et ils vont laisser pourrir ça. Voilà. Si l'Ukraine souhaite hypothétiquement pousser le plus sur les territoires russes, je les vois se faire manger plus rapidement par la Russie au sud. À terme, j'aime pas voir à trop long terme. La preuve, là, cette opération, personne n'avait anticipé. Donc beaucoup de choses peuvent évoluer, changer, voir à trop long terme, parler de capitulation. Je suis pas... tenir l'hiver dans ces territoires humides et sans élec, une galère. Comme je dis, l'hiver va être long, hein. Si hiver il y a... Moi je pense que... J'espère, et je le dis clairement, j'espère que la guerre est en train de se terminer, et que... Les derniers mois qu'on a là, c'est la fin de la guerre. Peut-être. Une histoire de politique intérieure, peut-être aussi, mais comme je dis, ça leur coûte cher. Donc maintenant, on va aller voir un peu ce qui se passe ailleurs. Wolfshank n'a pas changé depuis des mois, désormais. On s'y bat encore. Hein. Vous ne méprenez pas. On sait qu'on a encore des combats dans Wolfshank. On a parfois quelques vidéos qui circulent, on se bat encore. Mais sans aucun doute que, vu que c'est le front le plus proche de l'attaque ukrainienne, on sait que les Russes ont retiré pas mal d'unités de Wolfshank et les Ukrainiens aussi. Donc ça va être un des fronts qui lui va se calmer parce que les Russes et Ukrainiens pompent leurs unités du secteur de Kursk pour les emmener là-haut. Ça c'est logique. On sait aussi, alors là ça a pas mal, ça grignote aussi du terrain, mais les Russes avancent localement, mais ça reste de la centaine de mètres, kilomètres. Chazivyar! On sait que les Russes, ont retiré aussi des troupes de Chazivyar. Il y a des rumeurs depuis des semaines que les Russes sont parvenus à traverser le canal, mais on a... Alors, je vais pas oser dire que c'est calme, parce qu'on voit des FAB tomber quotidiennement, mais on n'a pas eu de géolocalisation, de changement de position depuis longtemps. Voilà. Les drones sont toujours aussi nuisibles. Oui, toujours aussi nuisibles. C'est de l'attrition lente, mais les drones ont un rôle omniprésent d'harcèlement, de nuisance et d'attrition. Ça va coûter si cher, tu disais 5 000 à 10 000 tout à l'heure. Je trouve ça minuscule, c'est énorme. T'imagines même pas à quel point c'est énorme, 5 000 à 10 000 hommes. Tu trouves ça minuscule? Et tu les trouves où les véhicules? Où tu trouves les véhicules pour équiper 6 brigades? Hein? Les véhicules, tu les trouves où? C'est les Occidentaux qui les fournissent. Tous les Strikers, les Supermax et tout qui sont détruits, c'est compliqué d'en faire venir des nouveaux. Et la log aussi. Les Ukrainiens peinent à déjà ravitailler entre 5 000 et 10 000 hommes dans la profondeur. C'est absolument énorme de projeter entre 5 000 et 10 000 hommes, allez on va dire 6 brigades, projeter 6 brigades dans la profondeur de l'ennemi, c'est un poids logistique énorme. Et les Ukrainiens, je pense, que les Ukrainiens peuvent faire de mieux en termes d'offensive pour le moment. Voilà. Peut-être qu'on verra des nouvelles troupes arriver, mais pour le moment, c'est compliqué. Donc Chazivyar ne bouge pas, même si on sait qu'il y a de l'action. On n'a pas eu de nouvelles vidéos géolocalisation d'avancées russes dans le coin. On a le saillant de plus au sud, un des points chauds qui est une situation très compliquée, c'est Toretsk. Vous vous rappelez on en était où quand la dernière fois qu'on a fait une minute, c'était le 25. Attendez. On va aller voir rapidement. Le 25 juillet, c'était il y a un mois. Hop, hop, hop. Voilà. Donc ça, c'était quand j'avais fait la dernière minute géopolitique.
où on sait que c'est un point chaud du front où que les Ukrainiens ont abandonné. On va dire ça comme ça, que les Ukrainiens ont des défenses limitées et des moyens limités pour tenir ça. Donc en un mois, la carte elle parle d'elle-même. Hein. Rappelez-vous que c'est un type de guerre où on fait de la petite progression, on grignote, mais Toretsk est sous une pression déjà énorme. Là, tout ce quartier qui est tombé, c'est des bâtiments hauts. On aurait déjà des combats dans les premières rues ici. Hier, on a Nepilivka qui est en partie sécurisé. Donc, ouais, dans les prochaines semaines, on va sûrement avoir la bataille de Toretsk qui va commencer, qui est déjà commencée. Et Toretsk va être compliqué à ravitailler. Hein. Il y a une route qui rentre, une route qui sort. Toujours la même chose. Hein. Et on retrouve toujours les mêmes schémas. Les Russes vont encercler cette ville. Vous voyez là, ça, les Russes, c'est du... Attendez, je vais passer sur la carte satellite. Les Russes vont remonter toutes les maisons, les lignes de maisons, et ils vont essayer d'encercler Toretsk. Ils font ça tout le temps. C'est du textbook soviétique. Ces gens-là, tous ces généraux, ils ont tous appris ça à l'école de guerre. Ou alors la défense ukrainienne va tellement s'effondrer rapidement que les Russes vont être capables d'investir Toretsk, simplement, en bourrinant comme ils font depuis des semaines. Ouais, d'un point de vue logistique, je pense que la centrale a toujours été hors de portée. Mais comme je dis, je ne fais que supposer, d'accord? C'est ce que j'ai lu, c'est ce que je suppose, parce que je peine à trouver des raisons valables à une telle opération, tout simplement. C'est des suppositions. Les Russes ont deux avantages, l'espace et le temps. Absolument, l'espace, le temps, et un troisième, les moyens. Les moyens humains. Donc ouais, Toretsk, point chaud du front, et ça sent un encerclement de Toretsk. Et on retrouve encore ces guerres d'attrition que font les Russes, non-stop. Et le fait qu'ils soient déjà en ville, ça pourrait tomber très très rapidement. Donc on verra comment ça va évoluer dans les prochaines semaines. Et l'autre point chaud catastrophique du front, c'est Orychine, qu'on avait déjà vu. Où ça en était le 25? Donc on aurait pu se dire, les experts du chat, l'offensive ukrainienne a commencé à quelle date? C'était le 5 août ou 10 août. Vous vous rappelez les experts du chat? Quand ça a commencé Quand est-ce que les Ukrainiens ont passé la frontière avec leurs troupes? Ça fait des mois, non. On va dire... Attendez. Normalement, on va aller directement chercher sur la carte. Où est Kursk? On va changer de tablette. Voilà. Kursk. En espérant que ce soit bon. Ah ouais, d'accord. On l'a. Visiblement, ça a commencé entre le 5 et le 10, d'accord? Vers le 8. En tout cas, la carte nous dit que c'est le 8. Ouais, Deep State est ukrainien. Et c'est vrai que Deep State a toujours plusieurs jours de retard. Donc les infos que vous voyez sur Deep State sont parfois un petit peu en retard. Mais c'est pas grave, l'important c'est d'avoir du grain à moudre. Donc ouais. Dernière minute géopolitique, le 25 juillet. Voilà le vrai secteur inquiétant. Et... donc on était là. Prokorsk, la grosse base logistique des Ukrainiens dans le Donbass. Donc on était loin de Prokorsk, hein, il y a un mois. Et regardez la carte. Tous les jours. Est-ce que vous trouvez que l'offensive ukrainienne a arrêté quoi que ce soit? Ce que ça représente? Non, ça se compte en kilomètres. Ça se compte en kilomètres. Donc ouais, et là, on a des combats à Krasnyar, on a des combats géolocalisés tout à l'heure, à Novorodivka, on se bat déjà en ville. Et tout à l'heure, pareil, tout à l'heure, bah, je vais vous montrer la photo, hein, comme je dis, j'invente rien, hein, je vous montre les merdiers. Hop, je dégage ça. Donc là, vous voyez le petit bled de Pritchine, au centre, là, Pritchine,
Ça a été géolocalisé. C'est encore la... C'est quoi? C'est la 112e... C'est le drapeau de la 114e brigade qui allait mettre le drapeau à Prichinne. Donc ça, pro-russe, pro-Ukraine, dès qu'on voit un drapeau d'une unité qui est mis, on sait que le village est pris. Et le problème, c'est que pendant que les Ukrainiens font leur chevauchée fantastique dans le nord, le Donbass est en train de s'effondrer. La défense du Donbass est en train de s'effondrer. Ce que vous voyez là, jamais les Russes n'ont avancé autant, n'ont pris autant de territoire en aussi peu de temps. C'est extrêmement inquiétant, parce que là j'ai mis la carte topographique. Donc vous voyez sur la carte en noir, c'est les collines. Et un des soucis ukrainiens, c'est que toute cette ligne que vous voyez, donc l'eau, les collines, c'était une excellente ligne de défense qu'ils espéraient tenir pendant un bout de temps. Tout ça au centre là. Et le problème, c'est que les Russes ont percé à Prores et sont en train maintenant de passer sur l'arrière de la ligne de défense. Tout ça, normalement, il y avait des systèmes de tranchées sur toutes les collines. Et ben, les Russes sont en train de flanquer ça et d'arriver par derrière. Donc on a toute une ligne de défense qui est en train de s'effondrer sans combat. Parce que les Ukrainiens ne peuvent pas la tenir. Et non seulement ne peuvent pas tenir parce que les Russes arrivent par l'arrière, mais en plus n'ont pas les moyens humains et matériels pour tenir la zone. Donc quand je vous dis que les Ukrainiens ont des moyens limités, ça en est la preuve. Ils ont choisi de sacrifier le Donbass. Je pense que les Ukrainiens considèrent que le Donbass est déjà une cause perdue. Pour mener une opération dans le nord. Avec des unités fraîches, là où les Russes ne sont pas. Donc on choisit de pousser... Oula. Ah non mais, comme ça. Hop, 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 hop. On choisit de pousser là où les Russes ne sont pas, parce qu'on sait que dans le Donbass, ce n'est pas tenable. Ce qui est un choix que je comprends en fait. C'est pas forcément un choix... mais ouais, là ça pousse quoi. C'est que le Donbass est perdu pour l'état-major depuis le printemps. Je pense que oui. Je pense que l'état-major ukrainien a fait une croix sur le Donbass à cause du feu russe. Du feu russe. Le feu russe est en train de... Donc si vous prenez ces 6 brigades et que vous les envoyez dans le Donbass, elles vont être détruites par le feu, par les FAB et tout ça. Donc les Ukrainiens ont choisi de mieux utiliser des unités afin d'obtenir un avantage politique pour des négociations qu'ils n'auraient pas obtenues dans le Donbass. Vous ne pouvez pas attaquer dans le Donbass. Et c'est vrai que les Russes, dans le Donbass, c'est un rouleau compresseur. D'ailleurs, regardez en termes de ligne de défense. Est-ce que vous voyez la ligne de défense des collines ici? Il y a un cours d'eau, des étangs. Et les Russes, pour le moment, ne cherchent pas, peut-être ont essayé, n'ont pas réussi, à monter sur ces collines, qui couperaient le chemin autoroute. Vous voyez? Donc là, vous avez toute une ligne de défense ukrainienne, qui est la dernière ligne de défense avant Prokhorsk. Rodivka. Les Russes sont dans Rodivka. Peut-être que les Russes arriveront à passer, en utilisant les bâtiments de Rodivka, à monter sur les collines. Mais là, ce que vous avez là, c'est la dernière ligne de défense avant Prokhorsk. Prokhorsk est juste là. Donc les Russes ne sont qu'à quelques kilomètres de Prokhorsk. Quelques kilomètres de plus, ça ne va pas changer les négos. Le problème, c'est que tout ce que les Russes prennent dans le Donbass, ils ne le rendront pas. Donc oui, les terres que les Russes prennent dans le Donbass, ils les rendront pas. C'est pour la République séparatiste. Donc ces kilomètres ont de la valeur pour les Russes. Et ils sont prêts à continuer l'offensive, quitte à pas contre-attaquer dans le nord, pour continuer à prendre des territoires dans le Donbass. Le Donbass est plus important pour les Russes que les quelques kilomètres de Koursk. Ils savent que les Ukrainiens ne peuvent pas tenir éternellement dans l'oblast de Koursk. Compliqué hein, comme situation. Hein. Combien de Russes morts? On n'en sait rien. Beaucoup. Beaucoup d'Ukrainiens aussi. Ni le ministère de la Défense ukrainien, ni le ministère de la Défense russe ne donnent des chiffres précis. Pour des raisons logiques qu'il y a des lourdes pertes dans les deux camps. Tu sais, tu gagnes pas une guerre avec le nombre de morts. Je vois souvent les pro-Ukraine qui disent « Ah mais on a tué 100 000 Russes !» Et alors? Celui qui gagne, c'est celui qui contrôle le terrain et qui impose les conditions de paix. C'est pas celui qui a fait le plus de morts. Dans ce cas-là, les Allemands auraient gagné la Seconde Guerre mondiale. Hein. Était une région ukrainienne extrêmement riche. Ouais, le Donbass est très très riche en ressources minières, entre autres. Par exemple, à Chaziviar, non pas à Chaziviar, à Toretsk, là vous avez les restes de 2 anciennes mines de charbon. Vous voyez les 2 collines en noir, là, ça c'est une colline, ça a été pris avant-hier par les Russes. Et ça c'est des anciens, ça serait pas des terrils, mais des espèces d'anciennes mines de charbon.
Est-ce qu'il y a des questions? Malheureusement, j'ai pas pu regarder le chat, les gars, je suis désolé. Hein. Mais ouais, cette opération. Donc, le bilan de ce que moi je pense, rappelez-vous, ne me citez pas comme source, hein, je suis pas une source fiable, hein, moi je suis qu'un expert en expertise. Hein. C'est une opération merveilleusement préparée, merveilleusement menée, très belle opération dans la profondeur, avec des moyens limités en hommes et en équipement, et je ne sais pas à quoi elle sert. Voilà. Est-ce qu'en Ukraine ils ont du lithium? Il me semble que oui. Il me semble que j'ai lu récemment qu'il y avait des pas mal de lithium qui avait été trouvé. Toujours autant de mercenaires chez les Russes. Ouais. Et chez les Ukrainiens, vous avez aussi beaucoup de mercenaires. Hein. Moi, je vois pas le problème à avoir des mercenaires étrangers qui viennent se battre. Où est le problème à recruter des étrangers? Je veux dire, pendant la guerre d'Espagne, ça vous dérangeait d'avoir des Allemands du côté nationaliste et des Français, Anglais, Américains côté républicain? Et je t'ai cité comme source, Pépé, c'est pas bien, Brakmar, hein, de me citer comme source. Hein, parce que je suis un expert en expertise. Un expert en expertise et une vidéo YouTube ne sont pas des bonnes sources. Donc n'utilisez pas ma minute géopolitique, surtout sur l'Ukraine, où on a très peu d'informations, il y a beaucoup de brouillard de guerre. Hein, peut-être que je raconte des grosses conneries et que les Ukrainiens sont en train de gagner, mais je ne le pense pas. Plus au sud, cette opération aurait normal pour générer la violence, mais là, ouais. Ouais, comme je dis, si des gens ont des idées dans les commentaires YouTube de pourquoi cette opération, peut-être que j'ai des choses que je n'ai pas pensé, hein. Je suis pas cynique ou méchant, hein, mais si vous avez des idées, bah, partagez-les. Je suis intéressé, je suis vraiment intéressé. Peut-être qu'il y a des choses auxquelles j'ai pas pensé. Comme je dis, moi je suis, voilà, hein, les impacts, c'est un impact même limité. Non, les F-16... les F-16 sont noyés dans dans tout ça. Là, récemment, c'était Zelensky qui le disait, il y avait plus de 100 FAB par jour qui tombent. Genre 100 FAB, vous vous rendez compte? 100 FAB par jour, dans certains secteurs. C'est terrifiant. On comprend pourquoi les Ukrainiens ne veulent plus engager de troupes fraîches dans le Donbass. Parce que le feu russe il est désormais trop fort et trop précis pour être contesté, et qu'il vaut mieux essayer de retourner la table et prendre l'initiative sur un autre front, en l'occurrence l'oblast de Kursk. FAP, c'est quand tu te branles. A good FAP. Tu sais, Boba Line, tu vois, FAP en anglais, c'est quand tu te fais a quickie, tu vois, un petit rapide. A quick FAP, tu vois, c'est quand tu te fais une petite branlette rapide. Je vais te l'autoriser pour que les gens voient. Non, FAB, c'est les bombes planantes russes. C'est les bombes planantes russes, donc les Russes larguent des FAB en arrière du front, et les bombes en planant viennent tomber sur la cible. Ce qui est quasiment impossible à contester, à part détruire les avions sur les aéroports. Voilà. Ils ont perdu tous leurs paras. Oh putain, bon courage pour faire des opérations aéroportées, vu la densité d'anti-IR qu'il y a. Si les Russes ne veulent pas envoyer leurs avions près du front, c'est que il y a énormément de densité anti-aérienne dans les deux camps. L'invasion à quel impact pour l'opinion de la population russe? Je sais pas, je connais pas de Russes et je suis pas allé en Russie récemment. Donc je peux pas te dire ce que les Russes en pensent. Et les Occidentaux ont pas des FAB? Si. Mais on n'arrive pas à les déployer, on n'arrive pas à en déployer autant. Autant que les Russes. Les Ukrainiens en tout cas. Alors que c'est la doctrine OTAN, absolument. C'est la doctrine OTAN, les armes de précision. Les armes de précision, c'est totalement de la doctrine OTAN. L'avantage des Russes, c'est qu'ils utilisent une bombe qui coûte pas cher du tout. Et l'avantage des FAB, c'est qu'elles sont faciles à construire, elles coûtent pas cher et très faciles à déployer en très grand nombre. Nos FAB occidentales coûtent cher, sont précises, mais elles coûtent très cher et sont pas disponibles en grande quantité. Écoutez, après 2 ans, vous devez quand même... Je veux dire, Poutine, il n'est pas encore mort de son 50e cancer. Vous commencez à vous douter que la guerre en Russie est vue, est acceptée par la population. Est-ce que ça grogne? Mais tout bien sûr que ça grogne.
Mais... voilà quoi. 50 bombes à meurtre par mois, c'est les bombes à meurtre qui sont d'excellentes bombes, mais 50 bombes par mois, c'est rien du tout. Tu vas faire quoi avec 50 bombes? 100 FAB par mois. Les Russes, c'est 100 FAB par jour qui tombent sur le front à certains endroits. 100, voire 120, voire plus parfois. Donc ça vous donne un peu l'idée d'échelle. Combien la Russie aurait de FAB? Le nombre est illimité maintenant. Non seulement ils ont récupéré les anciens kits, mais maintenant ils en construisent des nouveaux. Les FAB ne sont pas un problème. Les Russes en ont à gogo. Les Russes, les chaînes de montage sont lancées, la Russie est en guerre, et la Russie produit énormément. Et là, vous avez un petit peu sur le terrain, vous avez le résultat de la production russe. Que pensent les Islandais de ce merdier? Si les Islandais, c'est des bobos... c'est des bobos... ils savent même pas où c'est l'Ukraine, hein, ou ce qu'est la ligne de front. La massification des armées. Pas forcément la massification des armées, mais la massification de certains outils et d'outils rustiques. C'est une très mauvaise surprise de voir les Russes capables de déployer des milliers de FAB par mois. Et c'est récent, ça date d'il y a quelques mois. Les premières FAB, elles sont tombées à Avdiivka en février de cette année. Avant ça, les Russes n'avaient pas de FAB. Donc c'est très très mauvaise surprise. D'ailleurs, très intéressant, on a vu dans le secteur de Koursk, on a vu ça. C'est les Russes qui l'ont utilisé pour la première fois. C'est un drone à fibre optique. Donc vous avez une bobine de fibre optique qui fait 5 km. Et c'est impossible à brouiller, impossible à parer, à moins de tirer dessus. Et c'est une très mauvaise surprise de voir des drones à fibre optique. Parce que vous pouvez rien faire contre ça. Les systèmes de brouillage ne fonctionnent pas vu qu'il n'y a pas de connexion. C'est de la fibre. Donc on a la guerre des drones qui continue à évoluer avec les nouvelles technologies qui arrivent. Et on commence à avoir des drones à fibre optique, quoi. Je sais pas si vous vous rendez compte. Attends, le drone est branché, oui. Tu vois la bobine? C'est une bobine de fibre directement sur le drone. Et on a vu le drone faire un carton sur un... Pas sur un striker, je crois, ukrainien. Et il n'y avait pas de perte d'image ni rien, parce que, bah... Vous pouvez pas le brouiller, c'est un drone à fibre optique. Terrifiant, hein. Qu'une question de temps avant que les Ukrainiens fassent la même chose. Hein. Comme dit, ne sous-estimez pas les camps à apprendre du camp. Dès que vous voyez une innovation, vous faites la même chose tout de suite. Hein. Les deux camps sont... on a des Goliaths, mais bien sûr. Vous savez qu'on a des chiens. Là, on a vu les Ukrainiens dans le secteur de Koursk. Vous avez déjà vu les chiens robots? Bah, vous aviez un peloton ukrainien avec des chiens robots pour la reconnaissance et tout ça. On a du mal à concevoir l'évolution de la guerre, l'usage des drones et la technologie qui sont employés dans les deux camps. La course à l'innovation. T'es un braquemar, attention quand même. Les modèles de Boston Dynamics, je pense que ouais. Je pense que c'était eux. Mais je vais pas dire avec certitude. Ça marche comment avec la fibre en vision directe? J'en sais rien. Sans aucun doute, ouais. Que vous avez un opérateur qui est connecté et vous avez le câble qui déroule. Donc, portée limitée, 5 km. Mais 5 km, vous faites des miracles avec ça. Et bah, vous avez la bobine de fil qui se déroule. Et puis vous pilotez le drone. Donc plus de soucis de brouillage, de quoi que ce soit. Quid des sanctions économiques des Occidentaux sur la Russie? Pour citer le renseignement OTAN, ces sanctions ne servent à rien. Ou en tout cas sur la production d'armement russe. Les Russes sont parvenus à contourner toutes les sanctions en allant s'approvisionner au marché noir via des compagnies écrans ou en allant directement voir les Chinois et tout ça. Voilà. Les sanctions économiques, Bruno Le Maire qui disait qu'ils allaient ruiner la Russie. C'est comme les missiles hot, absolument. On retrouve du philo guidé. Ils font encore le deal avec l'Inde. Il faudrait que j'aille voir avec l'Inde et le pétrole. Bon voilà, comme je vous dis, c'est que mon avis. Je ne détiens aucune vérité. C'est que mon avis d'expert en expertise. Peut-être que je raconte, c'est des conneries. Allez savoir. Mais j'ai le mérite au moins d'aller chercher les sources chez les Ukrainiens et chez les Russes. Et voilà. On verra dans les prochaines semaines. Donc rendez-vous peut-être fin septembre. On fera un nouveau bilan fin septembre. Peut-être que les Ukrainiens seront à Koursk. Hein. Peut-être que les Ukrainiens auront capturé la centrale nucléaire et seront en train de pomper l'énergie russe pour faire tourner le pays. Non, mais allez savoir. Hein, voilà. Ce n'est que mon avis.
Donc moi, je vous invite à aller écouter d'autres avis et puis vous faire votre propre avis en écoutant plein d'avis. Voilà. Et c'est acceptable d'avoir des gens qui pensent pas comme vous, qui sont pas d'accord avec vous, écoutez leur avis, ils ont peut-être des choses intéressantes à dire. Et voilà, simplement. Bon, écoutez, moi je vais m'arrêter là. Et quelle heure il est? Quelle heure il est? Ok, 17h10, parfait. Et à 19h, enfin à 21h, pardon, 21h, je serai avec un fille, on se fera un 1v1 sur Gladius, Warhammer 40 000. Et normalement demain, je sais pas trop ce que je fais en début d'après-midi. Et en soirée, il y aura 4 Redfish qui sera là et on continuera le scénario en Normandie, 6 juin 44. Quoi qu'on doit être le 8 juin maintenant. Et on continuera notre bagarre. Bon, sur ce, passez une bonne fin de semaine, bon courage pour ceux qui bossent. Puis moi je vous dis à ciao ciao. Allez,